Euh, je vais poser cette question, mais en me basant sur ton dernier point. C'est-à-dire que quand tu prends justement les facteurs clés, le dernier facteur clé, tu as parlé de la question sociale, hein, l'organisation sociale. Voilà. Donc, moi, je vais me baser sur l'organisation sociale en te posant cette question-là. En fait, concrètement, quelle est l'utilité? C'est ça. Quelle est l'utilité, d'accord, d'étudier aujourd'hui ou de se rapprocher du Japon? C'est quoi l'utilité? Parce que tu as expliqué en long et en large Kudara. Aujourd'hui, tu nous expliques qu'on peut voir et on doit voir l'héritage de Kudara à travers ce qu'est devenu le Japon et que c'est très bien pour nous, c'est un avantage pour nous de s'y pencher. Donc, concrètement, l'utilité. La famille africaine qui nous regarde, nos soeurs, nos frères, nos pères, nos mères, hein, les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde a compris, n'est-ce pas, le fond de la chose. Oui. Maintenant, le déploiement concret, n'est-ce pas? Dans ta question, que je pourrais le formuler comme de la manière suivante, c'est le Japon, qui est une survivance de Kudara, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qui nous reste de Kudara. C'est-à-dire que Kudara n'a pas totalement disparu. Kudara a été détruit à peut-être 80%, puisqu'il est resté une partie de la population, et c'est eux qui sont le Japon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, ta question, c'est Kudara, si j'ai bien compris, Kudara, le Japon, survivance de Kudara. Oui. 2 points. Quelle utilité pour l'Afrique d'aujourd'hui? C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de nous parler de l'histoire du Japon, mais bon, moi, je suis dans un village du Sénégal, moi, je suis au Burkina Faso. C'est ça. J'ai plein de problèmes et des problèmes graves. C'est ça. Au niveau des femmes. Mais en quoi Kudara peut me servir? Mais ça sert à quoi ton histoire là? L'organisation sociale au niveau des femmes, au niveau des enfants. Comment la femme doit se comporter, la femme africaine doit se comporter, peut-être à l'image de la femme japonaise. Au niveau de l'économie, au niveau de la famille. Voilà, dis-nous tout. Mais c'est ça, Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de connaître l'histoire de Kudara ou du Japon. Hein. Il suffit que tu connaisses un peu l'histoire de tes ancêtres en Afrique. C'est ça. Tu décris ça, et les Japonais ils vont dire, mais tu connais le Japon, mais si Kudara était là, ils allaient dire, mais c'est de Kudara que tu parles ou quoi? Mais quand est-ce que tu étais à Kudara? On t'a pas vu. C'est ça. Non, mais excusez-moi, mais moi je parle de l'Afrique. Oh, mais c'est pareil. Serre-moi encore le verre de table. Alors, plus sérieusement, donc j'ai bien compris ta question. Et ici, je reviens sur mes éléments de reprogrammation et je fais comme les Japonais à l'époque qu'on appelle Meiji. Tout à l'heure, j'ai cité les différentes étapes du Japon, n'est-ce pas? Comme des espèces de déserts, voilà, déserts, voilà, accent grave, R, n'est-ce pas? Des périodes. Alors, après l'unification du Japon, l'un des unificateurs, Tokugawa, j'en avais parlé l'autre jour, voilà. Tokugawa Ieyasu, c'est lui qui prend le pouvoir et donc il va griller la politesse à son compagnon de lutte en éliminant son héritier et c'est lui qui prend le pouvoir. Et puis ses descendants ses héritiers, ses descendants vont régner sur le Japon pendant on va dire de 600 choix. L'ère des Tokugawa, c'est 600 choix, 1600 choix, 1867. Ok. Donc ça, c'est l'ère de Tokugawa. Mais c'est une ère, alors, pour être schématisé, c'est l'époque des guerriers. Voilà, l'époque des guerriers. Parce que Tokugawa, il va organiser le Japon différemment. D'abord, le territoire est unifié. Il n'y a plus de chefs de guerre, il n'y a plus de chefs de militaires qui ont chacun leur petit territoire et qui se font la guerre. La guerre finit, le territoire est unifié et c'est lui qui contrôle le territoire. L'une des premières choses qu'il fait, par exemple, c'est de tous les chefs qu'il va nommer, ces chefs, donc pour organiser, pour gérer le Japon, un peu comme des espèces de préfets, n'est-ce pas, des gouverneurs. Ces gens-là, ils ont leur famille à la capitale, qui a été déplacée de Edo, c'est-à-dire de Kyoto à Tokyo. Oui, c'est lui qui va déplacer la capitale à Tokyo, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. D'accord. Oui. Et toutes les familles là, pour avoir une influence. N'est-ce pas? Oui, parce que si tu sais que ta famille, ta femme, tes enfants, tes concubines sont à 1 centimètre de l'épée, tu ne joues pas au con. C'est clair.
Hein, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on fait. Hein? Tu es très sage et tu es très fidèle au shogun, au premier ministre militaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, ben, c'est une époque où il y a un pouvoir central très fort, où il y a une concentration du pouvoir, n'est-ce pas? Où il y a un contrôle comme ça militaire. Mais c'est également une époque, surtout vers la fin, où il y a beaucoup de changements. Et ça, ce n'est pas souvent connu. Donc, je viens sur ces changements directement pour pouvoir répondre à ta question. Le Japon, socialement, c'est un pays de classe. Alors, moi, je vais faire ça en deux groupes. Mais ce n'est pas un pays de caste. C'est très important. Oui. Les Japonais se voient comme une famille. Mais c'est une famille qui est hiérarchisée. Hein? Okay. Il y a des grands qui sont en haut là-bas, et puis vous les petits qui sont en bas. Mais on est de la même famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, on oublie toutes ces histoires, on se met tous ensemble et puis on va les mettre dehors. Donc il y a la caste des guerriers, il y a la caste nobiliaire, bon, bien sûr les gens qui sont autour de la famille impériale, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont autour de la famille, autour de... Alors quand je dis la famille impériale, c'est au sens large, c'est-à-dire la famille impériale stricte, qui est juste là comme un symbole du pouvoir spirituel. Hein? C'est-à-dire dans l'imitation de ce qu'ils avaient, dans une imitation de ce que les ancêtres avaient fait avant, n'est-ce pas? C'est ça qui continue. Ça. Et puis à côté, il y a le shogun, c'est-à-dire Tokugawa, celui qui a pris le pouvoir et qui a unifié le pays, n'est-ce pas? Sa famille et tout ça, ils sont mêlés avec la famille impériale pour le symbole, pour soi-disant en bénéficier quelque part spirituellement. Donc tout ça, c'est pour l'image qui a été... C'est ça qu'ils continuent à reproduire mécaniquement. Parce qu'ils pensent que c'est un élément de pouvoir, n'est-ce pas? Bon, voilà. Ça, c'est le côté matériel. Donc, il y a un pouvoir très fort. Donc, ça, c'est la caste supérieure. Donc, la famille impériale, les politiques et tous ceux qui sont autour de la cour impériale. Et puis, il y a les nobles, n'est-ce pas? Les nobles, les aristocrates, donc c'est-à-dire les nobles, les fonctionnaires, donc tous ceux qui font fonctionner l'État et tout ça, et qui ont des titres qui sont importants. Donc, tous ces gens-là, plus maintenant la caste des guerriers, qui est vraiment spécifique, n'est-ce pas? Parce que l'homme métier essentiel, c'est la guerre. Et surtout ici, c'est important de préciser ici que cette caste des guerriers, elle est vraiment spécifique à l'époque de Tokugawa. Parce qu'avant Tokugawa, ceux qui étaient les samouraïs, ils n'étaient pas uniquement que samouraïs. Ils étaient samouraïs quand il y avait la guerre, mais en temps de paix, ils faisaient autre chose, quoi. Ils faisaient autre chose. Agriculteurs et je ne sais quoi d'autre. Dès qu'il y a la guerre, on prend les sabres et puis on est formé pour. Donc, c'est des gens qui avaient des doubles métiers, des triples métiers. À l'époque de Tokugawa, ça, c'est fini. Tu es samouraï ou tu es rien. Donc, les samouraïs, ils sont là et on les surveille. Mais parce que c'est la force militaire. Et Tokugawa ne veut pas qu'on utilise les samouraïs pour le renverser. Donc, c'est lui qui utilise les samouraïs pour surveiller les autres. Bon, bref. Donc, là, il y a une caste de guerriers bien précise, bien identifiée et qui va développer sa propre culture. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en dehors de ces gens-là, le reste, c'est le peuple. C'est-à-dire à peu près 90% de la population. Donc, une fois qu'on a vu le Japon comme ça, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Que tout ce système-là, que ce soit à l'époque de Tokugawa ou lorsque Tokugawa va perdre son pouvoir, à l'époque de Meiji, c'est-à-dire à l'époque de la modernisation du Japon, pour faire rentrer le Japon dans le club des pays modernes. Moderne veut dire ici que ce sont des pays qui sont capables de se défendre et de ne pas être colonisés. Ce sont des pays qui sont capables de déplacer leur armée. C'est un pays qui est capable de déplacer ses forces, donc ici les forces militaires, pour aller coloniser d'autres pays. Parce que c'est ça. C'est ça les valeurs de l'époque. Hein. On est au 19e siècle, voire même au milieu du 19e siècle. Et le Japon, tout d'un coup, vers les années 1850 déjà, et c'était même avant, les Portugais, les Hollandais étaient déjà présents, mais les Japonais leur fermaient la porte. Vers les années, vers ce milieu du 19e siècle, les Américains arrivent pour une Xème fois avec la force, avec des cuirassés, c'est-à-dire des navires blindés, des navires de guerre. Et ils ne sont pas seuls. Il y a des Français, les Anglais, les Allemands, les Grecs, tous les pays européens et états-uniens, les États-Unis, donc tous ceux qui peuvent déplacer des armées pour aller prendre des colonies vont dans cette région parce que c'est là-bas qu'il reste les places. En Afrique, il n'y a plus. Ça a été distribué. Et ça va se concrétiser
avec cette conférence de Berlin qu'on connaît. Bien sûr. Mais en tout cas, en Asie du Nord-Est, il y a des opportunités, n'est-ce pas? Et surtout, donc ces valeurs-là, pour que je ne me perde pas, Oui. donc je suis là en train de décrire le Japon, donc société de Tokugawa, donc qui a traversé en 2 siècles, qui a traversé le temps, 2 siècles après l'unification, et qui fait face soudain au danger, le danger étranger sous la forme de militaires qui veulent conquérir le Japon, en tout cas le forcer à avoir des relations inégales, à transformer les Japonais en esclaves. Et les Japonais n'en veulent pas. Donc ils vont se retourner vers leur tradition, c'est-à-dire Kodara, c'est-à-dire l'Afrique. Et ça, ils le savent, n'est-ce pas? Donc, je regarde mes éléments pour m'appuyer dessus, pour développer mon petit discours. Bien sûr. Voilà, donc, les Japonais, ils vont faire ça. Les Japonais qui préparent, qui mettent en place la modernisation du Japon à toute vitesse, ce sont les Japonais de Tokugawa. C'est les Japonais de la dynastie de Tokugawa. Ce sont les mêmes Japonais. Sauf qu'il y en avait qui étaient du côté des Tokugawa, et puis il y en a d'autres qui ont œuvré ou qui ont œuvré pour la restauration du pouvoir de l'empereur, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est les Japonais. C'est les mêmes Japonais. C'est les mêmes clans. Et ils agissent surtout au niveau du clan. C'est-à-dire que l'action entre les individus, la mise en place des ressources, le travail de réflexion, il se fait au niveau clanique. Ça, on ne va pas le dire au niveau dans l'histoire officielle, mais ce sont des clans. C'est-à-dire, c'est encore. Tu vois, et on revient à chaque fois dans l'organisation sociale. Ce sont des familles. Hein? Des clans comme les clans de Satsuma, Choshu. Ce sont ces clans-là qui sont à l'origine de cette modernisation du Japon et qui vont prendre en charge parfois au niveau du clan. Et le clan déléguant ces intellectuels. Donc, ce sont ces intellectuels qui vont apparaître dans l'histoire officielle. Mais ils appartiennent en réalité à des clans. Les clans de l'Ouest sont très impliqués, n'est-ce pas, dans cette région ancestrale de l'île de Shikoku ou Kyushu. D'accord. Hein? Si on regarde la carte, on est du côté ouest du Japon, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont ces individus-là qu'on va trouver dans l'histoire officielle, en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel. Donc, tout à l'heure, je vais citer des noms rapidement parce que j'ai plus besoin d'entrer dans les détails. La famille a bien compris. Des lettrés comme Fukuzawa Yokichi, qui sont des lettrés, des intellectuels japonais, qui sont parmi les premiers, ou en tout cas ceux qui ont l'occasion d'aller en voyage à l'étranger, c'est-à-dire en Europe et par exemple aux États-Unis, qui ont même parfois étudié là-bas pendant 1-2 ans, qui connaissent les auteurs européens et qui ont expérimenté, qui ont vécu la vie européenne. Donc, ils sont capables de traduire en langage simple la superstructure invisible derrière les étrangers qu'on voit là dans les bateaux et qui nous menacent et qui parlent. Qu'est-ce qui est caché derrière? Et c'est eux qui éduquent, non pas des hommes politiques, des femmes, enfin, il n'y a pas vraiment de femmes politiques à l'époque, mais des hommes politiques qui sont les gens de leur propre clan. Donc, il n'y a pas de problème pour faire passer le message. Donc, ils partagent leur expérience de ce qu'ils savent, de ce que c'est que les États-Unis, comment les États-Unis se sont construits, de ce que c'est l'Europe, comment l'Europe s'est construite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Ils connaissent aussi l'histoire de l'Afrique. Parce que l'un des messages que Fukuzawa Yokichi, cet intellectuel, qui a fait plein de conférences, qui a écrit des livres, qui a fait des discours. Et donc, dans un de ses discours, il dit qu'il faut absolument que le Japon évite le sort qu'on a réservé à l'Afrique, aux Africains qui sont devenus des esclaves. Il faut que le Japon évite d'être esclave. Donc, ça veut dire que le Japon doit implanter la révolution vite. Donc, quand on parle de modernisation du Japon, il faut parler de révolution. C'est une révolution à haute vitesse. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on demande aux gens de vivre totalement différemment. Les Japonais n'avaient pas de nom, ils leur font un nom de famille. Les Japonais s'habillaient à l'ancienne, un peu comme les samouraïs et tout ça. Du jour au lendemain, on dit, celui qui s'habille comme ça, comme les samouraïs, on le met en prison. Les hommes, ils se faisaient des coiffures traditionnelles et qui est aussi un symbole, un statut social. Du jour au lendemain, le gouvernement dit, ça c'est interdit, il n'y a rien. Terminez les coiffures à l'ancienne. Mais tu vois les bouleversements que
que ça crée. Du jour au lendemain, on a un code civil, donc on va commencer à travailler sur le code civil, et il y a un code commercial qui est mis en place. On demande aux Japonais de créer des entreprises, des sociétés, parce que c'est ce changement juridique qui permet aussi aux Japonais, dans les négociations des diplomates, de pouvoir à un moment ou à un autre remettre en question les accords qu'ils ont avec les Occidentaux, qui sont des traités inégaux, n'est-ce pas, qui obligent le Japon à payer beaucoup d'argent aux Américains, qui obligent, enfin, qui obligent les Japonais à céder une partie de leur richesse et qui permettent justement aux étrangers de piller le Japon. Donc, il faut que le Japon comprenne le système des étrangers pour transformer le Japon comme un pays étranger, afin que, quand les étrangers voient le Japon, qu'ils n'aient plus envie de le coloniser. C'est cette transformation qui est faite, transformation technique. Et elle repose sur le peuple, n'est-ce pas? Donc, dans ce que je suis en train d'expliquer, on va dire que Kudara, le Japon, n'est-ce pas, sont ces expressions culturelles et historiques de notre héritage, de nos paradigmes africains, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire que c'est là où, en dehors de ce qu'on a par exemple en Égypte pharaonique, en Afrique pharaonique, c'est là où, de mon point de vue, on a le plus brillant et de manière explosive, parce que ça se passe en très peu de temps, et surtout, c'est un lieu, une nation qui est encore vivante. Donc, c'est vraiment, comme je pourrais le dire, en regardant ces éléments de reprogrammation, donc ce sont des expressions vivantes de nos valeurs africaines, n'est-ce pas, de nos paradigmes africains anciens, n'est-ce pas, parce que ce sont nos ancêtres qui ont mis en place. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça ancien. Réussite industrielle, réussite commerciale, réussite politique, réussite économique, réussite culturelle, parce qu'il n'imite personne. D'accord. Il ne regarde pas ce qu'un peuple a fait à gauche pour faire la même chose à droite. D'accord. Et Kudara et le Japon. Le Japon, aujourd'hui, au XXIe siècle, le Japon est en Asie. Il n'y a aucun peuple qui lui ressemble. Parce qu'il y a certains peuples qui ont essayé de ressembler au Japon. Ils ont échoué. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas eu conscience de l'existence des éléments de repopulation, ou alors ils en ont eu conscience et ils ne peuvent pas le faire. Parce que ça leur demande de trop grands changements. C'est ça. N'est-ce pas? Il faut mettre de côté les habitudes nomades. Tuer les gens, faire ceci, cela. Ah oui, vous ne pouvez plus. C'est pas ça. Et ça, les gens, ils se disent excusez-nous, on va réfléchir. Donc, le Japon est unique en Asie. Et ça se voit des yeux. Ça se voit. Alors, quand je dis ça se voit, il y a le décryptage de l'image. Parce que l'image, c'est très puissant, n'est-ce pas? Donc, il y a une image du Japon. Il y a même plusieurs images du Japon. Donc, je ne vais pas développer ça. C'est ça peut-être l'occasion d'une autre émission. Mais nos frères et nos sœurs qui voient les Japonais et qui ne les reconnaissent pas, c'est parce qu'ils ont dans leur tête leur propre image du Japon. C'est ça. Voilà, qui est une image moderne qui a souvent été construite. Occidentalisée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui a été construite par les Occidentaux à travers leur rencontre avec le Japon. C'est ça. C'est une image très moderne et qui est fausse. Ça, c'est l'image, ça, c'est l'image superficielle du Japon. Qui a fini par exister parce que les Japonais eux-mêmes, pour des raisons que je vais expliquer plus tard, ont fini par laisser ça passer. Parce qu'ils ont essayé de combattre ça. Mais ils ont compris, à mon avis, que ça ne sert à rien. Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc, réussite. Des réussites explosives. C'est-à-dire que des réussites indiscutables. Les Japonais font l'admiration du monde entier. Moi, je n'ai jamais rencontré personne. Donc, je laisse tomber Kudara parce que personne ne connaissait Kudara. Il n'y a que moi qui parle de Kudara comme je parle de Kudara. C'est vrai. Mais Kudara a enfanté les Japonais. Et les Japonais, c'est une réminiscence de Kudara. C'est les ruines. Les ruines, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Les ruines, c'est les restes de quelque chose qu'on peut imaginer d'avoir été très grand. Le Japon, c'est les ruines de Kudara. Donc, les ruines là dont je parle, ce sont ces ruines là qui sont troisième puissance mondiale. Ça doit donner une idée de ce que a pu être l'empire du milieu. Mais si les Chinois sont allés s'approprier cette identité en disant « nous sommes l'empire du milieu », mais c'est parce qu'au fond d'eux, ils admiraient Kudara. Même s'ils ont détruit Kudara. Donc le véritable empire du milieu, ce n'est pas le Japon, c'est pas la Chine en tout cas. Mais pas du tout. Mais parce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui justifierait que la Chine soit l'empire du milieu? Il n'y a pas de culture chinoise. La Chine n'a rien à proposer. C'est quand même, il n'y a pas de culture. Non, c'est moi qui le dis. Et moi, je défie les Japonais, les Chinois.
il y a des Chinois qui vont s'offusquer quand ils vont entendre ça. Et je vais leur dire, mais non, dans votre histoire, tout ce qui est dans votre histoire est africain, a été africanisé ou appartient à d'autres peuples. Vos ancêtres n'ont jamais rien construit. Les Chinois commencent à travailler au sens des Africains. Ils commencent à étudier avec l'arrivée des étrangers à la fin du 19e siècle. Okay. Avant ça, il n'y a rien. D'accord, ok. Tout ce qu'on trouve dans les écrits, que ce soit des écrits des explorateurs européens, hein, avec les jésuites, avec d'autres explorateurs comme les Marco Polo, hein, pour utiliser les plus symboliques, et plein d'autres qui sont des milliers, tout ce qu'ils voient en Chine et dans d'autres territoires. Mais ce sont des éléments scientifiques qui ont été développés par Koudara et à l'époque de Koudara. Après Koudara, par des peuples qui ont repris l'héritage de Koudara. Donc, ces réussites-là, elles vont prendre, ces réussites, c'est-à-dire Koudara et le Japon, réussite indiscutable parce qu'on se repose, on revient toujours sur les traditions ancestrales que nous, en Afrique, on doit reprendre. Il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir exploser également et devenir libre dans moins de 10 ans. C'est ce que le Japon fait. Lorsque les Tokugawa, c'est ce que je disais, perdent le pouvoir. Et ils perdent le pouvoir parce que au sein des Tokugawa même, les gens comprennent que ça ne fonctionne plus. Et pourtant, le Japon de l'époque, la Tokugawa, ce n'est pas un Japon fermé, comme on le dit dans l'histoire officielle des écoles de japonité, hein, ou des écoles qui prétendent étudier le Japon. Ah oui, c'est pour ça que je parlais d'ailleurs des classes sociales tout à l'heure. Le Japon des Tokugawa a beaucoup changé. Dans ces 2 siècles où les Tokugawa tiennent le pays par la force, mais ils le laissent respirer. Et surtout, il y a des classes, par exemple, comme la classe des marchands. Parce que c'est eux qui vont faire la révolution. C'est important de dire ça. Le peuple, ce n'est pas juste un truc vague comme ça. Il y a un groupe de gens qui vont être le moteur, n'est-ce pas? Et ce sont ces gens que j'identifie en espérant peut-être que ça inspire un groupe de gens en Afrique pour qu'ils lancent également ce mouvement. Bon, on l'espère. Et je ne parle pas simplement des journalistes et des intellectuels qui font les émissions de télévision. Même le bas peuple, quoi. Tout le monde. Oui, même le bas peuple. Mais ce n'est pas au bas peuple que je pense, parce que lui, il n'a pas les instruments, il n'a pas les clés, les clés spirituelles, il n'a pas les clés intellectuelles, parce que ça compte. Là, dans le Japon des Tokugawa, les gens que je suis en train de pointer, la classe supérieure, et dans la classe supérieure, la classe des marchands et la classe des nobles, les nobles, les marchands et les guerriers. Mais je les pointe, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce sont ces gens-là que tu retrouves dans les clans. Les noms que j'ai cités tout à l'heure, les Fukuzawa Yukichi, tous les hommes politiques qu'on va retrouver dans le Japon qui se modernise. Ils appartiennent à cette classe-là. Ils appartiennent à la classe des guerriers. Ce sont des samouraïs. Les gens qu'on appelle modestement dans l'histoire officielle les intellectuels, les lettrés, les sociétés. Ce sont des anciens samouraïs. Ce sont des membres de la classe des marchands, c'est-à-dire des hommes d'affaires. Ce sont des membres de la classe mobilière. Et en aparté, est-ce que tu sais comment l'empereur a été remis au pouvoir? Parce que le pouvoir, ce n'est pas juste de s'asseoir sur une chaise et dire c'est moi le chef. Le pouvoir a besoin d'installer des institutions. Et de manière très concrète, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Or, la famille impériale et tous ceux qui font tout ça, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir installer directement une puissance impériale. Puisque je l'avais dit, à côté de la famille impériale, il y a ceux qui ont le vrai pouvoir, les Tokugawa, ceux qui ont la force aussi. Oui, c'est eux qui contrôlent la réalité des richesses concrètes, les terres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la famille impériale, elle a très peu. Donc, ceux qui vont financer la restauration, je le dis parce que même dans l'histoire officielle, il faut chercher sous les tapis, vous trouvez ça. Ceux qui vont chercher, ce sont les femmes. Il y a beaucoup de femmes nobles. C'est elles qui vont financer la restauration, la mise en place du pouvoir impérial concrètement. En vendant ce qu'elles ont dans leur bijouterie, dans leur cassette, en vendant leurs bijoux. Peut-être en vendant même leurs belles robes, leurs plus belles robes, en sacrifiant le superficiel. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ça, c'est rien du tout.
on donne tous nos bijoux, notre argent, toutes nos richesses. On va même vendre le château, donne même le château. Parce que ce qu'on donne là, c'est rien par rapport à ce qu'on va obtenir. Okay. Mais ça, celles qui font ça, ce sont les femmes de l'aristocratie. Et elles savent qu'elles le font pour tout le peuple. Ce n'est pas juste pour elles, puisqu'elles sont en train de se dépouiller. Ok. Aujourd'hui, même si l'Afrique est dominée, il y a une aristocratie. Même si l'Afrique est dominée, il y a des gens qu'on peut identifier à une aristocratie. Oui. Il y a des gens qu'on peut identifier à une classe noble. Même si ça n'existe pas en Angleterre. Oui. Il y a des gens qu'on peut identifier à ce que j'appelle la classe des marchands, des commerçants. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens matériels, ceux qui ont les richesses, n'est-ce pas? Ceux qui ont l'argent. Il est supposé que ça n'existe pas en Afrique. Il y a des gens qu'on peut identifier comme la classe des marchands. Et qui se présentent eux-mêmes parfois comme par exemple des gens d'affaires, des femmes d'affaires. C'est pas ça. Et il y en a plein. Jusqu'à même sur YouTube. N'est-ce pas? C'est un mot de vie dont on fait la promotion aujourd'hui carrément. Bien sûr, bien sûr. Ce sont ces gens-là qui ne se sont pas arrêtés à dire je suis un homme d'affaires. C'est eux qui sont allés au fond. Oui, c'est pas l'empereur. C'est pas la famille impériale. Eux, ils sont là symboliquement. Ce sont les anciens pouvoirs de Tokugawa. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure pris le temps de décrire la société. Pour pouvoir pointer après ceux qui avaient le pouvoir à l'époque de Tokugawa, mais qui sont fait les mêmes qui vont avoir le pouvoir à l'époque de la modernisation. Oui. La modernisation veut dire quoi? Ça veut simplement dire que on a compris que le système ancien ne fonctionne plus. On va, d'une part, utiliser ce que les rouges qui viennent d'Europe et d'Amérique utilisent, la science, et puis sa déclinaison en termes d'armes, en termes de puissance militaire pour pouvoir nous défendre, et puis pouvoir chasser même ces blancs-là à un moment donné. Et puis, la deuxième chose, c'est restructurer tout le pays, n'est-ce pas? Pour qu'on soit, on garde notre statut en Asie et même dans le monde, voire même plus, voire même aller plus loin. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, ce Japon-là, il se repose sur son organisation sociale que j'ai déclinée. J'ai parlé des clans. Et tu vois, à un moment donné, je parle de clans, à un moment donné, je parle des classes sociales. Ce sont deux visions différentes. Classe sociale, c'est la vision anthropologique, c'est la vision ethnologique, c'est la vision socio-statistique. C'est les statistiques qui parlent des classes sociales. Ça, c'est les sciences sociales d'aujourd'hui qui parlent de classe sociale. Mais à un moment donné, je parle quand j'ai dit d'où venaient ces gens dont on parle là dans les classes sociales ou dans l'histoire de Meiji, de la restauration du Japon. Les gens qui vont remettre le Japon sur les rails et en faire une puissance militaire, politique à l'échelle mondiale. Au point même de défier même les États-Unis et n'importe quel pays d'Europe. Ces gens-là, ils sont venus des clans. Je n'ai pas dit des classes sociales. Parce que il ne faut pas voir ça en termes de classe sociale. Parce que ces gens-là qui agissent, ils agissent en tant que membres d'un clan. Comme à l'époque de Kudara. Ce sont des membres de clans. C'est-à-dire qu'ils voient tout le pays comme un clan. Alors, ces gens-là, j'ai parlé de Fukuzawa Yukichi, c'est par exemple le tout premier ministre de l'éducation nationale, Mori Harinori, qui dit que la famille, c'est le lieu d'éducation par excellence. Lui, Mori Harinori, qui est quand même quelqu'un qui est conservateur, ce n'est pas des progressistes, qui dit, ce n'est pas des gens qui ont mis de côté le Japon en ancien classique. Je cite encore un autre conservateur, un juriste de l'époque, donc des gens qui ont joué un grand rôle, par exemple, dans la formation du code civil. Donc, il s'appelle Yatsuka, Hozumi Yatsuka. Et c'est lui qui parle du Japon comme le pays de la religion des ancêtres. Le pays de la religion des ancêtres. Oui, le pays de la religion des ancêtres, c'est le pays où la famille est une institution. D'ailleurs, je prends, pour faire vite, j'ai pris une note, cette citation comme ça, il vaut mieux le citer pour que dans sa tombe, il ne se retourne pas. Ils ne disent pas que moi comment dire ça, j'ai travesti ces termes. Voilà. Donc, Hozumi Yatsuka, juriste éminent, conservateur,
Hein? Donc, ce sont les partisans du Japon ancestral. Voici ce qu'il dit du Japon. J'ouvre les guillemets. Le Japon, le pays de la religion des ancêtres. Chaque mot a son poids. C'est clair. Pèse de son poids. Le pays de la religion des ancêtres. La terre de l'institution familiale. La centralité de la famille comme institution. Donc, c'est un peu la même chose. Oui. Hein? C'est le pays où on a comme institution centrale la famille. C'est un conservateur qui dit ça. Hein? Oui. Et il ajoute quelque part, le corps de la nation, vieux de 1000 ans, on est là au milieu du 19e siècle. Si on enlève 1000 ans, on retombe au moment où Kudara disparaissait. Oui. Il parle de qui? Il parle de Kudara. Bien sûr. Moi, je n'ai rien inventé. Le code de la nation vieux de 1000 ans. 1868, moins 1000, on est au 9e siècle. 9e siècle, on en est encore à se débarrasser de Kudara. Parce que Kudara était tellement puissant que ça leur a pris au moins 3 siècles pour effacer Kudara. Donc, je reprends la citation. Oui. Le corps de la nation, vieux de 1000 ans, se fonde sur l'institution familiale. Point. On retient ça, les amis. En agrandissant la famille, on forme un État. En agrandissant la famille, on forme un État. Virgule. Et en diminuant la taille de l'État, on forme une famille. Je ferme les guillemets. Ça, c'est Nozomi Yatoga qui dit ça. Un personnage éminent qui a joué un rôle important dans cette époque de bouleversement très important, profond et rapide du Japon. C'est-à-dire que les Japonais ne pouvaient pas essayer 2 fois. À chaque fois, c'était des coups gagnants qu'ils devaient faire. Ça, c'est un conservateur qui parle comme ça. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que j'avais décrit tout à l'heure de ce que j'appelais les éléments de reprogrammation? C'est ça, c'est clair. Hein? Dans sa citation, il parle de la famille. Il parle de l'État et de la famille. La famille comme un agrandissement, comme une diminution de l'État. Non, il parle de l'État comme un agrandissement de la famille. Oui. Et puis, il parle de la famille comme une diminution de l'État. Une diminution de l'État. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de la culture africaine. Bien sûr. Des éléments qu'on retrouve dans les mythes fondateurs. Quand on part de zéro, que la situation est désespérée et qu'on veut le démarrer, on revient aux fondamentaux. Les textes spirituels ont tous ces éléments. Nos textes spirituels les plus anciens, et j'ai parlé de l'histoire d'Isis et d'Osiris. C'est là-dedans. Spirituel, les études, et ensuite l'organisation sociale, le peuple. Et le peuple, la manière dont il se déploie à travers l'État. Mais c'est ce que notre frère, l'éminent Ozumi Yatsuka répète avec ses mots en langue japonaise dans un autre contexte, sans même peut-être savoir que, sans avoir aucune idée même peut-être de l'histoire de l'Afrique. Mais il se repose sur son histoire ancestrale. Voilà ce qui a été fait. Et donc, pour terminer, pour illustrer avec quelques exemples rapidement oui. Avec cette histoire du Japon qui se modernise, quand ils disent que la famille, c'est le lieu où on va moderniser le Japon, la famille va devenir officiellement l'élément sur lequel l'administration, l'État va se reposer. Et dans la famille, c'est la femme. C'est la femme qui va devenir la clé. Et ça, c'est dit officiellement. C'est dit officiellement. On note, les amis. Dans les discours, par tous ces hommes politiques-là, et Fukuzawa Yukichi, qui est cité par tous ceux qui s'intéressent au Japon de Meiji, il l'a dit plusieurs fois. Il est même l'un des promoteurs de l'idée de la famille. Et ici l'idée de la famille, c'est l'idée de la famille telle que peut-être le connaissaient les aristocrates, les riches marchands et les guerriers et les samouraïs, comme je le décrivais tout à l'heure. Parce que c'est eux dont la vie a été réglée par plein de règles, par plein de lois. Alors que le peuple, 90% de la population vivait comme ils voulaient. Les gens se mettaient ensemble, ils se mariaient ou pas. Il y avait beaucoup de concubinage, ça n'intéressait personne, ça ne gênait personne. Donc ici, on est dans la restauration et on veut restructurer le pays de fond en comble. Et on fait intellectuellement, on fait de manière théorique la promotion d'une nouvelle idée de la famille différente de la famille traditionnelle des samouraïs. Et des samouraïs et de l'époque de Tokugawa. Et dans cette famille-là, on donne un rôle clé à la femme qui sera une bonne épouse, mais surtout une bonne mère.
mais une mère instruite. D'accord, une mère instruite, éduquée. Oui, une mère instruite, éduquée. Tout ce que je dis, je continue à dire que ça, c'est officiel. Je ne suis pas en train de faire une analyse. Je vous sors des faits historiques parce que c'est de ça dont nous avons besoin pour répéter la même chose en Afrique, avec le même succès, et avec force et magnificence. Et il faut insister là-dessus, avec force et magnificence. Ok. La famille est la clé. Et dans la famille, c'est la femme. La femme a un rôle très important. La femme japonaise, dans tout ce qu'on lit, dans l'histoire officielle et de tout ce qui est écrit dans toutes les bibliothèques, qui est disponible dans toutes les bibliothèques, la famille japonaise est représentée comme une famille patriarcale, n'est-ce pas? Faux, absolument faux. Puisque c'est le contraire. Mais c'est le contraire. Le Japon de Meiji, le Japon de Fukuzawa Yokichi, le Japon du empereur Meiji, c'est un Japon matriarcal. Ils se retournent clairement et ils le disent dans le discours. Mais ils vont jongler. Oui. Ils construisent. C'est-à-dire que c'est là l'intelligence des Africains. Les Japonais savent que le Japon doit devenir puissant, mais puissant militairement. Parce que c'est ça le langage de l'époque. Oui. C'est la géopolitique de l'époque. Un peu comme aujourd'hui. C'est la force militaire qui compte. C'est ça. Mais eux, ils savent que pour que le Japon soit fort, il faut qu'il se repose sur ces clés qui n'ont pas l'image de la force. N'est-ce pas? La spiritualité, l'éducation, la femme, ça fait pas peur aux gens. Donc, les Japonais vont, dans la restauration juridique, par exemple, du Japon, ils vont confirmer l'autorité paternelle, l'autorité de l'homme dans la famille. Par exemple, c'est l'homme qui va faire les démarches lorsqu'il va au bureau de l'état civil, c'est l'homme qui fait les démarches. C'est lui le pater familias, comme on dit en latin. Tu vois, c'est lui qui va faire les démarches. Donc, la femme est à la maison. Et donc, dans la structure de l'État officiel, dans ce qu'on voit, et surtout dans ce que les étrangers voient, c'est l'homme qui est là. Le samouraï est toujours là. Oui. Mais dans la réalité, sous le moteur, sous le capot du moteur, dans le même code civil, on représente, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, comme par exemple, là, on reconnaît aux concubines, c'est-à-dire aux épouses d'un polygame, leur place dans la famille. Et donc, c'est-à-dire à leurs enfants également. C'est-à-dire qu'on fait parfois une chose et son contraire. Le Japon ancien est mis de côté pour être mieux installé. N'est-ce pas? Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'homme, les pouvoirs de l'homme et son statut. Voilà, son statut est réaffirmé par le nouveau code civil qui est fait à l'image de ce qui se passe en Europe et particulièrement en France, parce qu'il y a des Français là qui ont été, comme un qui s'appelle Boissonnade, ont été très impliqués dans l'écriture de ce code civil. Mais les Japonais ont fini par prendre le contrôle de tout ça. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Donc, ça met une dizaine d'années. Donc, fondamentalement, le rôle de l'homme, c'est... Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la famille, cette famille japonaise, au cœur du Japon ancien, à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Cette famille sur laquelle l'État repose pour pouvoir réaliser un Japon puissant, un Japon qui peut trouver sa place dans le concert des nations. C'est quoi? C'est un Japon où l'homme est présenté comme le pater familias, n'est-ce pas? Celui qui va s'adresser à l'administration, qui va parler au nom de la famille au sens large, au sens traditionnel, c'est-à-dire avec les oncles et les tantes, y compris les concubines. On trouve même ça dans le code civil qui est là pour la modernisation. Voilà. Mais dans la réalité des faits, c'est-à-dire dans la réalité du Japon concret qui se modernise, il se modernise à travers l'éducation, c'est-à-dire les enfants qui vont à l'école pour étudier les sciences, pour qu'on installe, pour qu'on recrute, qu'on forme des ingénieurs qui vont aller dans les écoles qu'on est en train de construire de plus en plus et les usines qu'on construit de plus en plus pour fabriquer toutes ces armes et ces nouvelles industries et tout ça pour le Japon moderne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'homme, c'est l'homme qui est devant. Mais c'est la femme à l'intérieur de la famille qui va s'occuper de l'éducation. Et on retrouve ça dans les représentations. C'est la femme qui va s'occuper de l'éducation. De l'éducation des enfants. Bon. Donc, et pour éduquer les enfants, il faut qu'elle-même soit instruite. Bien sûr. Ce qui fait que dans l'époque de Meiji, là, parmi les premières écoles et les intellectuels que j'ai cités tout à l'heure, hommes politiques ou pas, ont été même ce premier ministre de l'éducation
si je me souviens bien, ils participent à la fondation d'une école pour femmes, pour filles, les écoles de jeunes filles. Ils en construisent, je pense que la moitié des écoles, parfois dans un département, après il y a une loi sur l'éducation qu'on appelle le rescrit sur l'éducation, qui va obliger les départements, parce que le Japon s'est reconfiguré en préfecture, département, tout ça c'est la modernisation. Donc l'administration est occupée, l'État est obligé de construire des écoles pour jeunes filles. Ouais, c'est pas juste des écoles comme ça. Il y a une concentration des énergies et des ressources sur l'éducation de la femme. Éducation technique, technologique, pour qu'elle soit capable de comprendre le monde tel qu'il se passe sous ses yeux et qu'elle puisse éduquer les enfants en fonction. Mais également qu'elle puisse suivre leur devoir scolaire, parce que ce sont les mêmes enfants qui préparent les concours dans les grandes écoles, qui sont ingénieurs, qui sont présidents de la République, enfin, qui sont premiers ministres. Oui, c'est leur mère qui les éduque. À l'école, l'école est surtout le lieu où on va éduquer les enfants, ou plutôt on va prendre le contrôle de l'esprit des enfants, où on va socialiser les enfants, où l'État va imprimer sa marque sur les enfants. Parce que on reste dans l'esprit de Kudara. Les enfants des familles japonaises sont comme les enfants sont comme les enfants des samouraïs. Ce sont des potentiels soldats à tout bout de champ. Ce sont les enfants de la nation. Et plus précisément, ce sont les enfants de l'empereur. Parce qu'on a remis le confucianisme aussi. On n'en parle pas beaucoup quand on parle souvent de la restauration, mais le confucianisme à la manière japonaise. C'est-à-dire là où il lie l'empereur au peuple japonais comme un père à ses enfants. Tu vois, on revient encore sur l'idée de la famille. Voilà. Donc, dans cette configuration-là, la femme est la clé. Et on va mettre les moyens, les ressources pour l'éduquer. Donc, elle est en même temps une bonne épouse pour un mari qui, dans son rôle, travaille à l'extérieur, dans les usines, pour produire pour la production industrielle nationale, n'est-ce pas? La production nationale industrielle qui est déjà même à cette époque tournée vers l'étranger, tournée vers les exportations. Parce qu'il faut qu'on fasse rentrer des devises pour payer les lourdes factures, ce ne sont pas des factures, pour payer les indemnités de colonisation que le Japon a sur la tête vis-à-vis des pays étrangers. Ben oui, c'est pour ça que le Japon se modernise. C'est d'abord pour produire des richesses. Et le Japon est un pays colonisé. Et ce sont les hommes qui, pour la plupart, sont dehors, dans les usines, à l'extérieur, pour faire ce travail. Et les femmes sont à la maison, comme les techniciennes, donc les femmes japonaises sont à l'époque, comme je pourrais le dire, chefs de famille. En réalité, concrètement, chef de famille, chef de projet. Chef de famille quand même. Oui. La femme japonaise de Meiji, c'est elle la chef de famille. Ok, super. Chef de famille, chef de projet et pas du tout l'homme en tout cas. Hein? C'est pas l'homme en tout cas. Non, l'homme est toute la journée là à lui. À quel moment il va diriger la famille? Ok, super. Et ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, tout c'est officiel. Là, on est dans le discours officiel. On est dans ce qui est implémenté officiellement, les écoles de jeunes filles. C'est pour que les femmes aient des connaissances au même titre que les hommes. C'est ça. Mais dans un contexte particulier. Spécial. Oui, contexte particulier qui fait que les femmes sont loin des hommes, donc elles ne sont pas perturbées. Et on peut donc les formater à leur rôle qui est très spécifique, n'est-ce pas, et qui est complémentaire du travail de l'État qui, lui, installe les usines, le tissu industriel qui est composé d'usines. Il y a avant les usines, les écoles d'ingénieurs, avant les écoles d'ingénieurs, il y a la famille. Et dans la famille, il y a la maman. Il y a plein d'images qu'on peut trouver facilement sur Google ou dans les livres consacrés à Meiji, où on voit les femmes, on voit par exemple dans la représentation d'une famille, dans la vie familiale, le papa, il est en train de... c'est un artisan qui est en train de fabriquer je ne sais quoi, et il a un œil sur un de ses enfants qui fait de la calligraphie, qui étudie. Et à côté, il y a la maman qui donne le sein au nourrisson, et tout en donnant le sein au nourrisson, elle est en train de coudre, et tout en cousant, en donnant le sein au nourrisson, le nourrisson lui-même, il est même accroché tout seul au sein, la maman ne s'en occupe pas, et elle regarde deux filles, un garçon et une fille qui sont accouchés, non, qui sont assis par terre, et qui font comme des devoirs. Ça, c'est l'image du Japon. Et c'est ce Japon-là qui va réussir et qui va défier le monde. C'est lui qui va participer à la Deuxième Guerre mondiale avec le même niveau d'équipement que les autres pays qui avaient lancé leur révolution industrielle bien avant. N'est-ce pas? Donc, les femmes
sont une institution, sont l'institution, le socle de la stabilité de la nation, n'est-ce pas? Et j'ai dit tout ça pour pouvoir inspirer peut-être nos sœurs, nos mères. C'est-à-dire que concrètement... Et de manière générale, la nation africaine. D'accord, justement. Qui est en grande difficulté et qui a besoin de modèles. Justement. Bon, je vais te laisser, dans ta conclusion, nous expliquer justement par rapport à ça. Ça m'intéresse justement. C'est-à-dire que je pense que ça intéresse tous ceux qui nous suivent. Concrètement, le rôle de l'homme, la place de l'homme et la femme dans la famille. Si on prend à l'image du Japon qui dit que la famille, c'est à partir de la famille qu'on construit justement l'État. Voilà. Donc, si l'Afrique aujourd'hui doit se construire ou doit mieux se construire, si nous voulons mieux renaître, il faut aussi que dans nos sociétés, on puisse mieux définir la place de l'homme et de la femme dans nos familles. Et à partir de là, ça pourra... OK. Donc, je te laisse... Oui, donc ça, c'est vraiment... Ce serait comme une manière de bien conclure. Et dans ta question ou dans ta remarque, parce que c'est une question de remarque, tu as tout dit. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est ça que... Excuse-moi, j'ai une dernière question à te... Enfin, c'est pas une question, c'est juste une petite parenthèse pour mettre l'eau à ton moulin. Parce qu'en fait, justement, ce point-là est très conflictuel chez nous. Voilà, donc c'est vraiment une mise en garde, ou je ne sais pas comment appeler ça. C'est très conflictuel dans la mesure où quand tu dis à la femme noire aujourd'hui qu'elle a un rôle particulier différent de celui de l'homme, tout de suite, il y a un clivage. Voilà, tout de suite, il y a un problème. Parce que les femmes noires te disent « Oh non, nous, on a été éduqués comme des hommes, nous, on fait la même chose comme les hommes, donc il n'est pas question qu'on ait un rôle différent. » Donc, je te laisse conclure aussi en tenant compte justement de cette opposition. Mais ça va être très simple et je ne vais pas développer là-dessus parce que ça pourrait être l'objet d'une moitié d'émission. OK. Nos sœurs et nos mères ou nos filles qui tiennent ce discours ne font que répéter avec leurs propres mots et leur vision des choses le discours colonial. Elles font la promotion de la famille coloniale. D'accord. L'idée d'égalité, d'abord, dans la culture africaine n'a aucun sens. C'est clair. Dans notre culture, et je me réfère aux mathématiques, dans les mathématiques, l'idée d'égalité, c'est un concept. Ce n'est pas une réalité. C'est une convention. Voilà. Pour être plus précis, c'est une convention. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné, pour pouvoir traiter de certains problèmes, voici comment on doit considérer les choses. On va considérer que certaines choses sont égales à d'autres choses. On va l'admettre comme ça. Et ensuite, c'est comme ça que rentre dans le langage et la vision et la compréhension des gens l'idée d'égalité. Mais sinon, l'égalité, ça n'existe pas. C'est clair. Ça n'existe pas. La nature, nous venons de la nature. Allez dans la nature, et c'est à vous que je m'adresse, la famille encore. Allez dans la nature. C'est la deuxième fois que je m'adresse à vous. Exactement. C'est toi qui me permets de le Oui, bien sûr, vas-y. Allez dans la nature. Tout ce qui n'a pas été fabriqué de l'homme, n'est-ce pas, de main d'homme. Et trouvez-moi deux choses égales. C'est clair. Ou identiques. Égales dans le sens de identique. On ne trouvera pas. Pas du tout. Il n'y a pas. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, nos sœurs qui disent ça, elles font la promotion de la famille coloniale sans le savoir. Elles font le jeu de nos ennemis sans le savoir. C'est tout. C'est ça. Dans notre culture, on ne parle pas d'égalité, on parle de complémentarité. Et on retrouve tout ça où? Dans le texte, dans ce récit fondateur qui est celui d'Isis et d'Osiris. J'en ai parlé, mais je ne l'ai pas raconté parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais ici, je vais juste prendre deux éléments. Ce mythe, de mon point de vue, du point de vue de mon analyse, il décrit Isis et Osiris chacun dans son rôle. On voit bien que ils sont chacun dans leur rôle, exactement comme les Japonais l'ont fait à l'époque de Meiji, à l'époque de la Restauration. La famille que les restaurateurs japonais construisent et décrivent, appellent de leurs vœux dans les discours officiels, dans les discours, que ce soit des hommes politiques, des lettrés. C'est Isis et Osiris. Osiris est à l'extérieur. C'est lui qui va dans le monde entier pour le civiliser. C'est comme l'homme japonais qui va à l'extérieur pour travailler à l'usine afin que le Japon puisse faire rentrer des devises qui vont aller rembourser les dettes que le Japon a faites auprès de l'Angleterre. Pour payer les dettes coloniales auprès des États-Unis. C'est ça. Auprès pour payer aussi les dettes qui ont été, les emprunts qui ont été faits auprès de la Hollande à des taux d'intérêt prohibitifs. Et on appelle ça des contrats. En fait, alors que c'est une manière comment dire, c'est une manière de coloniser le Japon, c'est la colonisation. Donc, c'est une manière d'exploiter les richesses du Japon. Tout à fait. À l'époque, le Japon a des mines, a des minerais
aujourd'hui, j'entends souvent des gens qui disent que le Japon est un pays qui n'a pas de ressources. Au début de l'émission, on a bien parlé de l'exemple de ce qu'on peut appeler des ressources. C'est ça. Je rappelle au passage ici que à la fin, au milieu du 19e siècle, au Japon, il y a des ressources minières. Il y a des mines. D'accord. Oui, moi j'ai fait la recherche, donc je sais. Oui, il y a des mines. Des mines de fer. Parce que c'est ça qui a épuisé ces mines. C'est la dette coloniale qui a amené l'épuisement des ressources minières. Ok. N'est-ce pas? Donc, nos sœurs, elles font le jeu de l'ennemi. Et moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Oui, bien sûr. Parce que je mets ça sur le compte de l'ignorance. Ah oui, et je reviens donc sur Isis et Osiris. Donc, Osiris, il est à l'extérieur. Il civilise, il travaille, il fait ce qu'il a à faire. Mais qui est au foyer? Qui est à la maison? C'est Isis. C'est Isis. À la maison, si on a l'échelle familiale, c'est elle qui est à la famille, dans la famille, et c'est elle qui éduque les enfants. Mais elle éduque les enfants parce qu'elle-même, elle a été à l'école. C'est ça. Elle a des connaissances. Bien sûr. Elle a un esprit critique. Elle est capable de la maison par rapport à l'extérieur, elle est capable de juger du bien fondé ou du mal fondé des choses. C'est ça. Sans appeler son mari au téléphone pour dire ouais, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut faire? Elle sait. Elle sait parce qu'elle était dans les écoles que l'État japonais lui-même, qu'on dit patriarcal, ou qui brime les femmes, qui fait ceci, avait installé lui-même. Tout ça est officiel. Okay. Donc, Isis et Osiris, c'est ça. Donc, Isis, elle s'occupe de la maison. Mais si on voit la chose à l'échelle d'un État, comme Hozumi Yatsuka l'a dit dans son image, n'est-ce pas? Dans la métaphore qu'il a développée. Si on se place au niveau d'un État, comme par exemple aujourd'hui l'État africain, qui s'occupe des affaires extérieures, de la défense, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui doivent aller à la guerre, qui doivent se placer aux frontières, qui doivent aller à l'extérieur pour mettre de l'ordre chez nos ennemis, pour leur faire comprendre que vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Ce sont les hommes. Et qui va rester à l'intérieur pour continuer à gérer les ministères des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la mère et de l'enfant, le ministère de... tous ces ministères qui sont au service du peuple. C'est qui? Normalement, à la tête de tous ces ministères, la majorité des femmes, la majorité des gens, ça doit être des femmes. Bien sûr. Parce qu'elles ont cette intelligence-là, elles ont le savoir-faire, elles ont le savoir-être, et surtout parce que les hommes n'ont pas besoin d'être au premier plan. Ils peuvent se contenter d'être à l'arrière-plan, où on met les mains dans le cambouis, n'est-ce pas? Puisque j'ai décrit tout à l'heure en disant que c'est ce que les Japonais ont fait. C'est ce que les Japonais ont fait. Les Japonais ne se sont pas mis en avant. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est l'homme japonais, comme si la société était patriarcale. Mais moi, je viens d'expliquer que c'est un jeu de passe-passe. D'accord. C'est une image qui projette vers l'extérieur. En réalité, c'est autre chose. Dans le fond, c'est le contraire. Dans le fond, c'est autre chose. Puisqu'il se réfère à Kudara entièrement. C'est ça. Parce que Kudara était construit exactement comme le Japon moderne. D'accord. Le Japon de Meiji, c'est Kudara. N'est-ce pas? D'accord. Ils ne l'ont pas fait avant parce que le Japon connaît une histoire. Il y a l'histoire qui est là. Le Japon ne s'est pas modernisé tant qu'il n'était pas obligé de se moderniser. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'à l'intérieur du Japon traditionnel, il y avait déjà, la modernisation était déjà en cours. La révolution, le Japon a commencé sa révolution industrielle. Ils n'ont pas attendu les Européens ni les Américains. Les classes sociales dont je parle là, socialement, elles bouillonnaient déjà. C'est pour ça qu'ils ont renversé les Tokugawa. Il y a eu un peu une confrontation militaire, mais pas vraiment. Pas vraiment, parce que tout le monde, même les Tokugawa, savait que les carottes sont cuites. Ils avaient une lecture et une maturité qui faisait que tous ont à peu près compris qu'il faut passer à autre chose. Les seuls jusqu'au bouddhistes, c'est ceux dont c'est ceux qui font partie de la classe des samouraïs. C'est eux qui n'ont pas voulu céder, qui ont voulu conserver les symboles du passé. Et ils l'ont payé de leur vie. C'est-à-dire, des hommes politiques comme, comment il s'appelait, Saigo Takamori. Saigo Takamori, il est bien connu parce que c'est vraiment l'une des éminences grises de ce Japon de la modernisation. Il est dans la modernisation, mais il ne veut pas renoncer au Japon des samouraïs, au symbole. Il dit, mais pourquoi on doit se moderniser? Pourquoi on doit porter les costards? Pourquoi on doit embrasser toute cette modernisation à tout va et abandonner le Japon de nos ancêtres? Pourquoi nous, on a emporté les costumes, j'avais mon sabre à gauche et à droite, et maintenant je dois mettre le sabre dans une armoire quelque part et porter la redingote et parce que je dois aller au ministère des Affaires étrangères. C'est quoi ces histoires?
Donc, lui et quelques-uns de ses amis, une quarantaine de milliers, ils se sont opposés à leurs amis. Je dis leurs amis, leurs frères, parce que c'est au niveau du clan. Pour dire, nous, on ne vous suit pas. On veut bien la modernisation, mais on ne va pas abandonner le Japon ancestral. Et leur frère leur disait, mais non, mais moderniser ne veut pas dire qu'on abandonne les ancêtres. Tout ça c'est les apparences. Nous, on prend le costard, mais on n'est pas différent de vous. C'est ça. C'est juste pour qu'on ne se fasse pas bouffer. C'est pour survivre. Non, Takamori a dit non. Et ça a donné une guerre. Une guerre entre l'armée moderne, le Japon, l'armée moderne avec les fusils, les canons et surtout maintenant les nouveaux moyens les nouveaux moyens de comment dire ça, les nouvelles armes qui étaient très performantes comme les mitrailleuses, tu vois. Ils avaient exactement. Donc ils avaient ces nouvelles armes et tout, et c'est ça qu'ils ont utilisé contre les Takamori qui avaient les sabres et qui étaient à l'ancienne. Et tout ça, après les avoir priés, suppliés, changer d'avis. Parce que nous, on ne va pas si vous persistez, on sera obligé de vous éliminer. Parce que le Japon ne peut pas revenir en arrière, sinon il n'y a personne qui va survivre. Et c'est comme ça que 40 000 Japonais ont été éliminés par leurs propres frères. Je dis ça pour bien faire comprendre aux gens qui s'opposent au Japon, qu'ils soient japonais ou étrangers. Et quand je dis étrangers, je pense aux Chinois et aux Coréens qui se plaignent de la colonisation du Japon. Pour leur dire que moi, personnellement, dans la culture japonaise, et personne n'a jamais prouvé ça, on va trouver aucune trace de racisme ou d'un élément anti-coréen, pour parler des Coréens. Les Coréens se sont mis à un moment donné sur la route des Japonais, et les Japonais leur ont fait comprendre à un moment donné, ça on en a parlé avant, qu'il fallait qu'ils s'écartent. Ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi le Japon a fait tout ce qu'ils ont fait contre les Coréens jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est rien contre les Coréens en tant que tel. C'est que le Japon, il a un destin à accomplir. Et si quelqu'un s'oppose à ce destin, même si c'est un Japonais, il sera éliminé. Même si c'est un éminent samouraï, il sera éliminé. Saigo Takamori, allez sur l'Internet, c'est une des figures du Japon. C'est un des penseurs de l'époque. C'est eux qui pensent la modernisation du Japon. Mais à sa manière, et ça n'est pas passé chez tout le monde. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question quelque part. La famille est concentre sur tout. Et la clé, c'est la femme. La femme dans son rôle de mère et dans son rôle d'épouse. Parce que quand son mari revient à la maison, il est fatigué, il ne sait même pas ce qui se passe, il est épuisé, il a travaillé à l'usine, au bureau, au ministère, il ne sait même plus comment il s'appelle. Alors que la femme, elle, on ne sait pas comment elle tient, mais elle tient encore. Elle tient encore, c'est clair. Donne-moi ton sac. Bon, assieds-toi là. Traditionnellement, c'est comme ça au Japon. La femme accueille le mari, elle prend sa serviette, c'est-à-dire son sac. L'homme, il va, il y a le bain chaud qui est prêt, il va, il se détend et tout ça. Quand on fait ça, les gens voient une image patriarcale de la puissance de l'homme et tout ça. Mais en fait, nous tous, nous voyons le monde avec nos propres yeux. C'est ça. C'est-à-dire que les gens qui sont sous domination patriarcale, ils vont voir ça comme la magnificence, comme l'hommage rendu au patriarcat. Nous qui sommes dans le matriarcat, nous voyons que mais c'est la femme là qui contrôle tout. C'est elle elle pourrait même l'empoisonner, lui couper la tête, le nourrir mal. Et au bureau, il ferait du mauvais boulot. Et le Japon ne serait pas performant. Et les exportations baisseraient. Et on va se retrouver dans un cercle vicieux. Et il y aurait des problèmes partout. D'accord. Ainsi de suite. Voilà. Donc, nos sœurs, on en parlera une autre fois. Mais j'ai dit ce que je pensais d'elles. Et la femme japonaise, on voit bien que la femme japonaise et l'homme japonais ont des rôles bien distribués. Et ça, c'était aussi officiel. L'homme fait ça et la femme fait ça. Et le rôle de la femme, il est dans le Japon réel que les étrangers ne voient pas. Dans le Japon superficiel que les étrangers voient, c'est l'homme qui est là. Puisque les étrangers, quand ils étudient le Japon, ils étudient les institutions, au premier rang desquelles les lois. J'ai parlé du code civil tout à l'heure, ainsi de suite. Super. Bon, en tout cas, les amis, on aura une dernière émission. D'accord, on s'est entendu avec le frère Bahemi pour faire une dernière émission, mais cette fois-ci, dans un live où vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et je pense que peut-être qu'on aura... Peut-être qu'il faut que nos sœurs et nos frères demandent le live. Parce que nous, on ne peut pas leur imposer un live où il n'y aura personne qui téléphone et nous, on sera là-bas nous raconter nos histoires. Et on va dire, regardez ces gens-là, des menteurs. En fait, ils voulaient se retrouver pour se raconter leurs histoires et ils prétendent que c'est un live où on pose des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sondage à la suite, justement, de cette émission. Un sondage. On va mettre un sondage
d'accord, les amis, sur la page. Et donc, si vous souhaitez justement poser vos questions, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de questions à poser, il n'y a pas d'intérêt à se revoir encore, d'accord, une quatrième fois, ou sinon peut-être faire une émission sur un point spécifique qui n'a pas été largement abordé. Mais en tout cas, les amis, on va faire un sondage et dites-nous à la suite. Déjà, là, vous pouvez le dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une émission où vous aurez la possibilité justement de poser vos questions. Parce que là, aujourd'hui, l'émission a porté sur l'intérêt, d'accord? C'est que nous, en tant qu'Africains, quel est l'intérêt de parler de Kudara? Quel est l'intérêt d'étudier Kudara à travers le Japon actuel? À travers le Japon actuel, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et puisque nous sommes dans les conclusions, je te laisse, mais si tu me permets, une minute bon, vas-y. Pour dire une chose importante. D'accord, je te laisse conclure alors parce qu'on est vraiment je peux le dire là maintenant. Tu peux le dire maintenant parce qu'on est vraiment très avancé sur le temps. Je pense à nos deux peuples, les Japonais et Kudara d'un côté, mais surtout les Japonais parce qu'ils sont vivants et c'est concret, n'est-ce pas? Kudara, c'est plus une réalité scientifique et culturelle que moi j'essaie de faire vivre. On va parler des Japonais. Aujourd'hui, les Africains, les Africaines de l'Afrique et du monde entier doivent aller au Japon pour se ressourcer. Et quand vous n'avez pas les moyens financiers de vous rendre au Japon, et parce que ce qui va vous coûter le plus cher, c'est le voyage, ce n'est pas la vie au Japon. Contrairement à ce qu'on pense, la vie au Japon est très peu chère. Il suffit que vous viviez comme les Japonais que vous voyez. Il ne faut pas vivre comme un touriste. Non. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'aller au Japon, rapprochez-vous des Japonais qui vivent dans votre ville. Il y en a. Parce que le Japon est en relation avec le monde entier. Le Japon commerce avec le monde entier. Donc, ils sont obligés d'être partout. Débrouillez-vous pour trouver une communauté japonaise et trouver des raisons pour vous approcher d'eux. S'ils ne viennent pas vers vous, c'est par timidité. C'est parce qu'ils ont peur de parler les langues étrangères. Donc, moi, je vous décode tout. Les Japonais ne vous rejetteront jamais. Ça, parce qu'ils sont comme nous. Moi, je n'ai jamais vu des peuples africains qui rejettent les autres, sauf s'ils ont affaire à des gens méchants. Or, vous êtes des Africains, vous êtes leurs frères, leurs sœurs. Rapprochez-vous dans votre pays des Japonais, trouvez un moyen de faire ami-ami et vous allez voir. Les choses, le contact va s'établir et vous serez étonné des résultats. Et faites-nous en part en créant peut-être une chaîne YouTube et en partageant votre expérience. Voilà. Super. Le Japon doit devenir une terre de pèlerinage pour les Africains, pour les Noirs du monde entier, qu'ils soient centrés sur leur culture africaine ou pas. Et en échange, l'Afrique doit devenir une terre de pèlerinage pour les Japonais parce que leurs ancêtres ont embrassé l'Afrique et ils l'ont embrassé pour toujours. Et ils l'ont inscrit partout. Dans la construction de l'État de Kudara, avec la magnificence qu'on la connaît, avec la puissance qu'on lui connaît. Et c'est ce que moi je retrouve dans la configuration des institutions officielles du Japon. C'est l'alliance forte, puissante, indéfectible, inaliénable entre nous, les Japonais de race blanche, parce que c'est comme ça qu'on nous voit, mais nous, on ne connaît pas la race. Entre nous, les Japonais qui habitaient déjà là dans la péninsule, et nos frères japonais qu'on appelle Ainu, qui habitaient aussi là, n'est-ce pas? Et qui étaient même là bien avant nous. Et nous, donc nous les Japonais d'origine, nous, j'ai perdu le sang, tellement je suis pris dans les émotions. Je voulais simplement dire que, ah oui, donc je parlais au nom des Japonais, je faisais parler les Japonais. Donc nous les Japonais, qui avons, nous rendons hommage à l'Afrique. Et nous voulons, lorsque les moyens nous le permettent, nous voulons revenir vers l'Afrique pour voir la terre ancestrale, pour toucher la terre ancestrale, pour pouvoir ramener dans nos sacs une petite bouteille, un petit gobelet, une petite boîte de la terre ancestrale. D'où sont venus une partie de nos ancêtres, n'est-ce pas? Ceux qui ont fondé Kudara, dont on a entendu parler vaguement par les ancêtres au coin du feu, mais qui nous sert de référence à nos hommes politiques, à notre gouvernement et à tous les Japonais qui sont au feu de l'action pour pouvoir être dans la réussite et pour toujours être dans l'excellence. Super. Ce que nous sommes, nous savons que ça vient d'Afrique. Donc, l'Afrique doit redevenir une terre de pèlerinage pour les Japonais. Et les Japonais, quand ils viennent en Afrique,
ils doivent être considérés comme chez eux. Ok. L'Afrique, c'est le Japon. Le Japon, c'est l'Afrique. Le Japon officiel, que ce soit le Japon officiel des gouvernements ou le Japon des individus, est chez lui en Afrique et il n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour venir en Afrique faire ce qu'il pense qu'il doit faire. D'accord. Bon. Et les Africains doivent les accueillir. Bon, ça c'est une chose qui se fait à la place au niveau des individus, n'est-ce pas? Ce sont les individus qui décident de vous accueillir dans les conditions qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? C'est ça. Mais moi, c'est mon souhait, c'est ma recommandation. Et vous ne le regrettez jamais. Mais il faut accueillir les Japonais parce qu'on ne peut pas se parler. On ne peut pas dire qu'on est une famille à distance. Il faut être dans la même pièce. Il faut manger la tchéké dans la même assiette. Et si les Japonais hésitent un peu, il ne faut pas hésiter à prendre leur main pour plonger ça dans l'assiette. Ça va les amuser. Ils vont trouver ça bizarre parce que ce n'est pas dans leur culture, dans leurs habitudes. Mais vous allez leur dire en japonais, parce que vous aurez peut-être un traducteur, un japonais qui parle français ou qui parle une langue africaine, ou vous-même dans la famille, vous avez des gens qui parlent japonais, qui vont traduire. Et on va leur dire, chez nous ici, c'est en Afrique. Et puis après, on va leur laisser, ne vous inquiétez pas, il y a les fourchettes, les cuillères, on sait. Voilà. Ok, bah, super. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, voilà pour ce que je pouvais partager avec vous. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup à dire. Beaucoup. Je suis désolé. Hein. Je t'avais promis d'être bref, concis. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Il fallait, mais c'est pas grave. En tout cas, on a largement débordé sur ce qu'on avait prévu. En tout cas, c'est très intéressant parce que il y a eu beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Et vous avez vu que notre invité, Conan, il maîtrise le sujet. D'accord? C'est pas quelqu'un qui s'est levé, qui a découvert qu'il y avait une présence noire quelque part et qui vient blablater. Non, c'est quelqu'un qui a étudié le Japon. Parce que tu expliques même l'histoire même du Japon, sans parler même de l'histoire de Kudara, tu expliques même l'évolution. Donc, tu connais, tu maîtrises le sujet. J'avais dit que j'ai étudié les 4 derniers millénaires, c'est-à-dire les 2000 ans avant notre ère et 2000 ans après notre ère, de toute l'Asie, mais j'ai publié sur la partie qui nous intéresse le plus et qui me permet de faire des démonstrations scientifiques et où j'ai même découvert les messages cachés des ancêtres. J'ai parlé de tout ça dans le livre. C'est pour ça que ce serait une très bonne idée pour vous d'acheter le livre pour apprendre toutes ces choses-là. C'est clair. Voilà, c'est ça. On va remettre encore un lien. Voilà, donc j'ai étudié le Japon dans le détail jusqu'au XXe siècle. Super, voilà. Donc les amis, moi, bon, je ne vous promets rien, mais je vais voir avec notre invité, le frère Bahimi, si on peut faire, peut-être une 4e émission, mais ou sinon des posts, parce qu'il y a 2 choses que j'aurais voulu qu'on fasse, mais on n'a pas eu le temps de le faire. La première des choses, c'est qu'il nous parle justement, parce que en off, je le sais parce qu'il me l'a dit, il a un projet au niveau du Japon. D'accord, on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, on verra pour la prochaine fois pour qu'il puisse justement vous en parler parce que je sais qu'après avoir visionné cette émission et les 2 précédentes, je pense que le Japon commence à vous parler. Je pense que le Japon commence à vous intéresser. Je pense que ça commence à vibrer en vous. D'accord? Et donc, il serait intéressant de l'entendre justement sur le projet qu'il a par rapport au Japon. Parce que vous imaginez bien que les amis, parler pendant 3 émissions, si on regarde l'heure, ça fait près de 6 heures, 7 heures. D'accord? C'est pas pour rien. Il n'y a pas rien derrière, les amis. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de très important, y compris pour nous, les Africains, que pour les Japonais, mais surtout pour nous, les Noirs. Pour nous les Africains, surtout. Parce que aujourd'hui, les Japonais n'ont pas forcément, même si tu dis que oui, ils ont aussi besoin de nous, machin, mais dans l'urgence, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on a voilà, c'est ça. On est plus dans l'urgence. On est plus dans l'urgence. Une urgence mortelle. C'est ça. Voilà. Ah oui, voilà. Je dois le dire. Vous connaissez l'actualité. Voilà. L'Afrique est à la croisée des chemins. C'est ça. Mais c'est une croisée dangereuse. C'est ça. Voilà. Et surtout, je pointe l'élite. Comme j'ai pointé l'élite japonaise, je pointe ce qu'on peut appeler l'élite africaine. C'est chacun qui va se considérer comme étant l'élite ou pas. Parce que ceux qui doivent faire le job, je me pose la question de ce qui se passe. Mais chez nous, il faut qu'il y ait un groupe de gens, de personnes, comme ça s'est fait à l'époque de Meiji, au milieu du 19e siècle. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent le taureau par les cornes. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative et qui lancent la restauration de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Comme on a lancé la restauration du Japon. Voilà. Avec les mêmes éléments. Les mêmes éléments que ce que nous avons appelé de reprogrammation. Tout à fait. Avec la même réussite, on va connaître la même réussite rapide, reposant sur les mêmes facteurs clés de succès. Super. Et
les Japonais vont nous regarder comme ça, comme ils font souvent. Ils vont nous regarder avec les yeux écarquillés en disant ça, c'est le cri de demande des Japonais quand ils sont étonnés. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, les amis, tout ça, c'est très passionnant. Ça donne envie, en tout cas, de visiter le Japon. Et moi, je vous conseille, en tout cas, ceux qui ont les moyens, il faut y aller. Je sais qu'il y a une bonne communauté africaine au Japon. Sincèrement, ils sont très contents, d'accord, d'être là-bas. Ils vantent même, d'accord, la qualité des Japonais. Même, ils se sentent bien, ils se sentent à la maison, d'accord. Donc, n'hésitez pas, les amis, pour vos vacances, allez quand même visiter. Il a dit tout à l'heure que le Japon soit une terre de pèlerinage. Il ne faut pas hésiter. Il faut y aller, il faut voir, aller voir les temples, aller essayer de comprendre la conception par rapport à la spiritualité, la conception, le rapport entre le monde physique et le monde spirituel, etc. Donc, oui, et se rapprocher, toujours se rapprocher des Japonais. Parce qu'il peut y avoir la barrière de la langue. C'est ça. Et même quand les gens parlent la langue, ils ne comprennent pas le Japon. Je connais plein d'étrangers qui parlent couramment japonais, qui vivent au Japon. Et oui, c'est-à-dire que si on est hors du Japon, c'est très facile de ne pas comprendre le Japon. Donc, je vais parler des étrangers que moi, j'ai rencontrés au Japon, qui vivent au Japon, qui sont parfois même mariés aux Japonais, qui parlent japonais et qui ne comprennent pas le Japon. Déjà, moi, je le vois tout de suite. Mais lui, il ne comprend pas le Japon. Elle ne comprend pas le Japon. Pourtant, il parle japonais. Hein. Mais ils se trompent pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas Kudara. Parce qu'ils sont dans le Japon imaginaire qui a été créé depuis l'époque où les ancêtres fondateurs ont été renversés. Super. On a créé une histoire fausse, une histoire officielle. D'accord. On a créé une histoire officielle et ça a créé sa propre réalité qui est là. Super. Donc, tout le monde est là-dedans et les gens pensent que c'est le Japon. Mais les Japonais, eux, savent que ce n'est pas le Japon. D'accord. Ils savent que ce n'est pas le Japon. D'accord. Le Japon, c'est le Japon que moi, je vous décris. C'est le Japon que moi, je vous décris, n'est-ce pas? C'est ça. Et moi, ce que je vous dis, vous ne le trouverez dans aucun livre, ni dans une bibliothèque, ni à la librairie. Voilà, les amis, ni à la télé, ni dans une émission de télé sur le Japon. C'est clair. Rien. Rien du tout. Il faut acheter le livre, les amis. Voilà. Acheter le livre. Le principe du péché. Donc je t'ai coupé la parole pour dire que allez au Japon, visitez les temples, voilà, amusez-vous. C'est ça. Oui, parce qu'au Japon, on peut tout faire. Le Japon, c'est le pays où tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches au Japon, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est ça. Parce que ce que tu veux existe. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. D'accord, ok, super. Donc, in fine, il faut se rapprocher des Japonais. Leur parler. C'est ça. Voilà. C'est la meilleure manière de connaître le Japon. Et quand vous vous approchez d'eux, si on a de la chance, si on a fait des efforts aussi, parce que les efforts sont mutuels. Là, les Japonais vont vous faire entrer dans leur intimité. Et c'est là où vous allez voir le vrai Japon. Le vrai Japon, il est à l'intérieur de la maison. Les merveilles. Il est dans l'intimité. C'est ça. Il n'est pas dans les rencontres d'affaires, au restaurant ou tout ça. Parce que quand la plupart, 99% des étrangers qui vont au Japon ne connaissent pas le vrai Japon parce que ils suivent le circuit touristique. Et puis, si c'est des hommes et des femmes d'affaires, ils vont rencontrer leurs amis japonais qui sont de vrais amis, hein, mais dans les lieux courus, enfin les lieux, comment dire ça, les lieux de la situation. Oui. Le restaurant d'affaires, l'hôtel, l'usine, n'est-ce pas? Et ils peuvent même aller quelque part pour se reposer un peu, mais ce n'est pas le Japon. Ce n'est pas le Japon. Tout ça, c'est un processus d'affaires. D'accord. Qui fait partie des relations d'affaires. Okay. Ou des relations d'études pour les étudiants, pour les professeurs. Ok. Tant que les Japonais ne vous ont pas invité dans leur famille, vous n'êtes pas partie du cercle. D'accord. C'est le jour où vous êtes dans leur intimité qu'à un moment donné, après un certain temps, votre cerveau il y a quelque chose qui va se passer et vous allez dire, mais je comprends ce que c'est que le Japon. D'accord. Ah, maintenant, le Japon, je commence à comprendre ce que c'est. Et en tant qu'Africain, ça va te faire le lien tout de suite avec toi. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Ok, super. Bon. En tout cas, les amis, c'est très bien expliqué. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous voyez, les amis, on a encore du mal à se laisser, mais on va essayer. Je vais avec lui pour qu'on puisse programmer une émission parce que, comme je disais, donc il y a le point justement des projets et puis aussi une explication, une démonstration, une lecture justement, et il avait promis le faire par rapport aux différentes cartes pour mieux comprendre d'abord l'histoire de Kudara, d'accord, et puis comment tout ça a évolué. Donc les amis, en tout cas, merci pour cette émission, merci au frère Baemi pour être venu encore une troisième fois, qui sait, peut-être une quatrième fois,
On verra bien. Merci, D'accord. chef Imhotep, Mhm. parce que je sais ce que je te fais souffrir en termes de De temps. consacré aux émissions, Oui. parce que le timing n'est jamais bon. C'est ça. Je suis trop bavard. Mais Trop passionné, mais c'est bien. moi, je suis le messager des ancêtres, donc c'est ça mon excuse. Les ancêtres m'ont dit, dis ça, Parle, alors, ça. je ne suis pas très malin, je n'arrive pas à trouver les bons mots, alors je suis prolixe, je suis volubile, je déroule, je vais dans les détails. C'est important. Non, c'est important parce que en fait, tu connais ton peuple. Les gens aiment avoir les détails, ils aiment avoir les sources, ils aiment avoir les explications, ils veulent vérifier si vraiment l'invité connaît la chose. Bon, les amis, vous avez vu qu'il maîtrise son sujet, il connaît la chose. Je te remercie pour ton accueil, pour ta gentillesse, pour ta patience et ton engagement. Oui, c'est moi qui et au-delà de tout ça, qui sont simplement des caractéristiques professionnelles, je loue ton courage. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est, dont le nom est inscrit quelque part sur liste rouge. Ah, ça. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis sur le champ de bataille. C'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure, enfin l'autre jour, sur les problèmes que j'ai, les potentiels, les risques attachés à ma fonction. Ou au travail que je fais. Moi, je n'en aurais jamais parlé. Et tu m'as surpris quand tu as dit ça. Je ne m'attendais pas à cette question. C'est clair. Ouais, mais je t'ai répondu, tu vois. Je n'ai pas triché. Et toi non plus, puisque tu l'as laissé, tu l'as diffusé. Ouais. Mais tu es courageux de venir avec moi. Parce que je ne sais combien de gens à qui je me suis adressé pour faire ce petit travail d'information envers notre peuple, sans même toucher au sujet qui fâche. Sans parler de certains pays, certains événements, ils ont refusé. Il n'y a personne qui répond. D'accord. Il n'y a personne qui répond. En tout cas. Jusqu'à très récemment, j'ai été tout seul. Wow. Jusqu'à très récemment, j'ai été tout seul, entre guillemets. Mais ceux qui m'ont suivi tout le temps, c'est mes fiancées. J'ai rencontré 2 femmes exceptionnelles. Excuse-moi, ça vient comme ça, mais je les mentionne. Sans elles, je n'aurais pas accompli tout ce que je partage avec vous. Ma première fiancée, c'était une Coréenne. On n'a pas pu se marier parce que, bon, avec les Coréens, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et la deuxième, c'est une Japonaise. Et on n'a pas pu se marier non plus. Parce que je pense que ça, c'est ma lecture de ma vie personnelle, de ma vie privée, mais qui est liée à ma vie professionnelle. C'est que ces 2 femmes-là, elles ont été mises sur mon chemin pour m'ouvrir les portes. Parce que j'ai vu le monde de Kudara, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur du monde japonais et il est à l'intérieur du monde coréen. Wow. Si je ne suis pas à l'intérieur, je ne peux rien voir. Donc, ce n'est pas l'université, ce n'est pas aller à l'Institut des langues orientales, ce n'est pas à l'Institut de langues japonaises, ce n'est pas à l'Institut d'études coréennes et chinoises. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien de significatif. Ok, super. Donc, je voulais rendre hommage à ces 2 femmes qui étaient d'une intelligence exceptionnelle. C'est-à-dire que moi, j'étais en admiration avec elles. Et notre relation, d'ailleurs, elle a commencé comme ça. C'était d'abord des relations intellectuelles avant de devenir en relation amoureuse. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il a fallu que moi, je me rapproche des Japonais, moi-même, et même des Coréens, pour devenir eux-mêmes, pour vivre leur culture au sens propre et comprendre ce qui se passe. Ok, voilà. Super. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton courage. Oui, pour ton courage, pour ton courage. Je n'ai pas d'autre mot parce que tu es loin d'être le premier à qui j'ai fait appel. Et après mes fiancés, il y a des frères africains qui, à travers la chaîne YouTube et Facebook que j'ai ouvert, m'ont contacté et m'ont soutenu. Parfois financièrement, qui investit. Je mentionne un frère qui est en Ouganda, un anglophone, qui vit en Angleterre. Ça fait 4-5 ans qu'il est là. Il est toujours présent. On ne s'est jamais vu. Il y a une sœur aussi qui est en Angleterre, qui est infirmière de profession, qui est aussi présente. On ne s'est jamais rencontrés. Et puis, il y a des frères, des sœurs ici qui m'ont contacté, qui sont plus sur le continent européen et qui m'envoient des messages d'encouragement. C'est vraiment… c'est magique, c'est magique. Voilà. C'est magique. Donc, je ne suis pas seul, n'est-ce pas? Mais on pourrait être plus nombreux que 3-4 frères qui… C'est pas une aventure individuelle. Bien sûr. C'est tout un continent qu'il faut relever. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, peuple d'Afrique,
peuple peuple, notre famille dans les Amériques, en Asie, levons-nous. Super. Voilà. Levons-nous. Les amis, c'est sur cette belle note qu'on va se laisser, d'accord? Donc, on compte réellement sur vous. Il faut acheter le livre, d'accord? Et puis, vous avez également un lien PayPal, d'accord, qui s'affiche là. On va le mettre également dans la barre de description, également dans les commentaires. Voilà. Comme il a dit, ce n'est pas une affaire individuelle. Donc, vous pouvez aider notre invité, d'accord, soutenir, parce que c'est des années sacrifiées, d'accord? C'est des années sacrifiées, c'est des risques. D'accord, c'est vraiment, j'ai même envie de dire de temps en temps, bon, ça c'est moi qui le dis, hein, d'accord, il ne m'a pas donné l'autorisation de le dire, peut-être de la souffrance, hein, d'accord. Donc les amis, il ne faut pas hésiter, d'accord, à laisser parler votre cœur, d'accord. Faites des dons, c'est important de faire des dons. Malheureusement. Me soutenir dans cette recherche scientifique qui est dans sa partie appliquée. Oui. Oui, parce que je ne suis plus dans la recherche technique, je suis dans les éléments de découverte qui vont nous permettre. On va en parler sans doute la prochaine émission. Oui, qui vont nous permettre de pouvoir relever l'Afrique, mais également le Japon dans les problèmes auxquels il a à faire face. Parce que le Japon aussi a des problèmes. C'est clair. C'est une affaire où le Japon aide l'Afrique et l'Afrique aide le Japon. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous me soutenez, si vous me soutenez, soutenez-moi, soutenez aussi d'autres sœurs et frères qui font le même travail, n'est-ce pas? Il faut que les Africains apprennent à le faire. Il faut que les Africains apprennent à soutenir tous ceux qui sont devant. Hein, d'accord. Voilà. 10 €, 20 €, même la présence, le partage, des choses. Voilà. Tout ça, ce sont des soutiens, les amis. D'accord. Ne restons pas derrière, comme disait quelqu'un, ne soyons pas des ministères de la pensée et de la parole. Oui, on vous soutient, on vous soutient, on vous soutient, non, les amis. Il faut aller plus loin que ça. D'accord. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine émission, sans doute avec un nouvel invité, d'accord, pour justement parler des questions qui concernent notre peuple et l'élévation surtout, d'accord, de la culture africaine, de l'élévation du continent, d'accord. Voilà, il faut faire en sorte que nos enfants puissent apprendre tout ça, puissent grandir dans tout ça, et puis être demain aussi des acteurs concrets de notre jeunesse. Merci à tout le monde, et on se dit à bientôt. Merci, frère Baïni. Merci, mon frère Imhotep. Merci. Et surtout, nous remercions nos ancêtres. Parce que sans eux, il n'y a rien de tout ça. C'est clair. N'est-ce pas? Merci à toi. Nos ancêtres, mais nous sommes aussi nos propres ancêtres. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que c'est comme un cercle vertueux. Exactement. Voilà. C'est le retour, n'est-ce pas? Le retour éternel. Donc, gloire aux ancêtres. On a l'habitude de dire ici. Gloire aux ancêtres. On se retrouve la prochaine fois. Merci à tout le monde.